Bon, tu l'as compris, aujourd'hui on va parler d'objectifs anamorphiques. J'ai ici deux objectifs Laowa de la gamme Nanomorph. Donc il y a d'un côté le 27 mm t2.8 ainsi qu'un 50 mm t2.4 en 1,5 fois anamorphique et avec un liseré ambre. Alors c'est la première fois que je teste ce genre d'objectif sur la chaîne. D'ailleurs un grand merci à Laowa France pour le prêt. J'ai vraiment adoré cette expérience. Je vais t'expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo et je te ferai part aussi des quelques petites choses qu'il faut absolument prendre en compte si jamais tu es intéressé par ce genre d'objectif. Alors l'anamorphique, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui permet de compresser l'image sur un axe horizontal afin de tirer parti d'un champ de visée élargi. Donc ça, on le voit notamment au niveau de la lentille de l'objectif. Elle n'est pas sphérique comme peuvent l'être la plupart des optiques qu'on utilise habituellement qui elles sont plutôt rondes. Et plus concrètement, lors de la prise de vue, on va obtenir ce genre d'image avec des déformations très importantes sur tout l'ensemble du cadre. Donc l'intérêt ensuite, ça va être de réajuster cette image pour qu'elle corresponde à la réalité avec un procédé qu'on appelle désanamorphose ou desqueeze en anglais. Donc ça va nous donner une image plus large et moins haute que le format 16/9 classique. Le champ de vision est un peu plus étendu, un peu plus élargi, ce qui fait que sur une timeline en 16/9, on va se retrouver avec des bandes noires en haut et en bas, ce fameux effet cinémascope. Alors selon les objectifs, le rapport de compression peut varier. On retrouve souvent du 1,33, du 1,5, ça peut même monter jusqu'à 2. Donc moi, les objectifs que je te teste aujourd'hui sont des objectifs avec un rapport de compression de 1,5. Alors pour remonter un petit peu dans le temps, au lieu d'utiliser des objectifs sphériques au cinéma, les chefs-op de l'époque se sont mis à utiliser ce genre d'objectifs, donc des objectifs anamorphiques, et ça afin de créer l'illusion d'une image avec un champ de vision élargi. Alors il y a une autre particularité bien connue des objectifs anamorphiques, c'est la gestion des halos lumineux ou bien des flares. La formule optique a pour conséquence la formation de flares horizontaux striés lorsque l'objectif croise une source lumineuse. Alors ces flares, ils peuvent être de couleurs différentes, ils peuvent être bleutés, orangé ou neutre, ça dépend forcément du type d'objectif. Donc ça on le voit généralement à la couleur du liseré qui est présent sur l'objectif. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'utilise un objectif avec le liseré ambre, mais ce modèle existe également en bleu et en argenté. Alors autre chose également, on distingue très facilement un objectif anamorphique d'un objectif plus classique on va dire, grâce au bokeh notamment, donc lui il va être ovale au lieu d'être sphérique. Donc tout ça, c'est ce qui fait qu'il est assez facile finalement de repérer si un objectif anamorphique a été utilisé dans des productions audiovisuelles parce que le rendu est vraiment unique comparé à un objectif standard ou alors un objectif sphérique. Voilà, donc en sachant tout ça, moi aujourd'hui je te présente les Laowa Nanomorph avec un rapport de compression de 1,5 et un liseré ambre, ce qui me donnera des flares avec une teinte un petit peu orangée. Alors ces objectifs sont prévus pour capteur Super 35, c'est pas du full frame. D'ailleurs, tu peux voir le rendu en plein format, c'est vraiment hyper large. On voit même le bord noir tout autour sur le 27 mm, pas sur le 50 pour le coup, mais la déformation est tellement présente que je te recommande pas forcément de l'utiliser en plein format que en Super 35. Alors moi j'utilise ces objectifs sur un Canon EOS R6 Mark II, donc du coup je dois me mettre en mode recadrage afin de pouvoir utiliser ces objectifs. Si jamais tu utilises un capteur APS-C, t'as pas besoin de recadrage. Alors aujourd'hui je te teste le 27 et le 50 mm, mais parmi le line-up des Nanomorph, il y a également un 35 mm t2.4 que j'ai pas pu tester, mais bon, déjà avec le 27 et le 50, ça nous donne un très bon aperçu de ce qui est possible de faire. Et d'ailleurs, dans l'intro de cette vidéo, j'ai bien pris soin d'utiliser les deux objectifs pour avoir une bonne variété de plans, et moi personnellement je trouve que ça se mixe plutôt pas mal. En termes de conception, ces objectifs ils possèdent 15 éléments répartis en 13 groupes, la construction elle est toute en aluminium, et bien qu'il soit tout petit, on a quand même cette impression de robustesse. Typique des objectifs ciné, on retrouve bien sûr deux roues crantées, il y en a une pour le diaph et une pour la mise au point. Le diamètre du filtre est de 55 mm. Alors pour le 27 mm, le poids est de 313 grammes, il mesure 9 cm de haut, il va de T2.8 à T16 pour une distance minimale de mise au point de 43 cm. En ce qui concerne le 50 mm, lui il pèse 390 grammes, c'est le plus lourd du line-up et il est quand même hyper léger. Il mesure 10 cm de long, il va de T2.4 à T16 avec une distance minimale de mise au point de 70 cm. Quant au 35 mm, il pèse 360 grammes, mesure 9 cm de long et il va également de T2.4 à T16 et la distance minimale de mise au point est de 60 cm. Bon, on va parler de ça direct comme ça ce sera fait. Moi, il y a quelques petits points qui me dérangent un petit peu concernant ces objectifs. La première chose, c'est la
compacité. Moi je suis vraiment pas habitué à manipuler des objectifs aussi petits. Là tu vois juste à côté je te mets mon objectif 15-35 que j'utilise tous les jours, c'est vraiment le jour et la nuit, la différence est absolument énorme. Et du coup le souci que j'ai avec les nanomorphes, c'est que lorsque je les installe sur un rig avec un follow focus, j'ai du mal à atteindre la route focus de l'objectif justement, et du coup ça justement ça m'amène à utiliser la route focus directement sur l'objectif, et du coup c'est pas forcément l'idéal parce que ça fait trembler un petit peu mes plans. Donc ça c'est un coup à prendre, hein. Il faut garder le maximum de stabilité pour obtenir des plans qui tiennent la route. Deuxième point qui me dérange, c'est au niveau de la distance de mise au point. Alors je sais pas s'il est possible de faire mieux, mais sur le 50 mm la distance de mise au point minimum est de 70 cm. Je trouve que c'est quand même assez loin du sujet, et même si avec le mode Super 35 ça nous fait un beau flou d'arrière-plan mine de rien, il arrive des fois où j'aimerais quand même me rapprocher un petit peu plus de mon sujet, mais là c'est clairement pas possible. Bon, à part ces deux petits points négatifs, sans vraiment être des points négatifs, c'est loin d'être rédhibitoire, hein, je te l'accorde. Ce qui fait la particularité de ce genre d'objectif anamorphique, c'est la gestion du flair. Donc là j'ai fait exprès de filmer mon intro, donc qui est toute une séquence avec mon pote Axel qui fait de la soudure, donc avec des sources lumineuses assez brutes en contre, histoire d'avoir vraiment beaucoup de flair. Et pour le coup là je dois dire j'ai vraiment été servi. Perso moi je trouve les plans magnifiques avec ou sans flair. D'ailleurs le fait d'utiliser des objectifs anamorphiques sur des prods, ça change carrément de ce qu'on a l'habitude de faire et de voir. Et en plus le fait qu'il y ait ce rapport de compression fait qu'on se sent un petit peu plus plongé dans la vidéo. En tout cas moi personnellement c'est ce que je ressens. Alors au niveau du bokeh, on a une forme en ovale comme je l'ai évoqué au début de la vidéo. Je t'avoue qu'au début ça me paraissait un petit peu bizarre, mais à force on s'y habitue en fait, même si je préfère quand même la rondeur des bokeh des objectifs ciné classiques. Mais bon, ça après ça dépend forcément des goûts de chacun. Il faut quand même s'attendre à avoir ce genre de rendu sur des objectifs anamorphiques, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir contrôler. En ce qui concerne la distorsion, alors c'est là qu'on touche un point un petit peu sensible concernant ce genre d'objectif, c'est assez connu pour ça d'ailleurs, c'est que généralement sur les extérieurs de l'image les lignes elles sont pas parfaitement droites. Vu que c'est un objectif qui est conçu pour compresser l'image horizontalement et offrir un champ de vision un petit peu plus large qu'un objectif classique, on va se retrouver naturellement avec une distorsion très importante, comme tu peux le voir sur ces exemples. Alors moi personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange, je sais que ça peut déranger pas mal de personnes, et à vrai dire moi j'y fais même pas forcément attention, parce que l'intérêt selon moi de ce genre d'objectif c'est d'offrir un champ de vision élargi, des flares horizontaux striés, quelque chose qu'on peut pas reproduire avec un autre objectif, donc je suis prêt à faire ce genre de compromis. Donc du coup tout ça, le flair, les déformations, le bokeh, c'est vraiment ce qui caractérise ce genre d'objectif, et selon les objectifs aussi les déformations peuvent être plus ou moins importantes. Alors du coup à part tous ces aspects inhérents à l'objectif en lui-même, il y a quand même pas mal d'autres choses qu'il va falloir prendre en compte lors de l'utilisation d'un objectif anamorphique. La première chose, c'est que si jamais ton boîtier ne possède pas de mode de recadrage anamorphique en interne, ça risque d'être assez compliqué de pouvoir enregistrer des vidéos proprement, parce que t'auras pas le rendu du recadrage en temps réel. Donc moi par exemple mon R6 II lui ne possède pas de mode de D-Squeeze dans le boîtier, du coup je suis obligé de passer par ce moniteur qui est un Atomos Ninja 5, qui lui possède justement ce mode de désanamorphose. D'ailleurs il en possède plusieurs, donc si jamais je me retrouve avec un objectif anamorphique avec un autre rapport de compression, on va dire un 33, 2, peu importe, je vais pouvoir appliquer mon recadrage et avoir le rendu directement dans mon moniteur. Après il existe des boîtiers capables de faire ça en interne, donc si jamais t'en possèdes un, t'auras pas forcément besoin de moniteur, donc ça c'est quand même de l'argent d'économiser. Ensuite, deuxième chose, il va falloir prendre en compte la distance minimum de mise au point. Si jamais tu veux faire un plan très rapproché sur un sujet, ça ce sera pas forcément possible, donc il va falloir adapter son storyboard, il va falloir adapter l'idée de la vidéo, le choix de tes plans, tout ça il va falloir l'adapter en fonction. On n'est pas sur des objectifs macro, donc tu vas pas pouvoir forcément t'approcher très près de ton sujet. Autre chose également, vu qu'on est sur un objectif entièrement manuel, il va falloir s'entraîner à effectuer la mise au point à la main, ou alors avec une roue, un follow focus, peu importe, mais un système qui te permet de garder la netteté sur ton sujet. Donc ça nécessite quand même pas mal de pratique, donc je t'encourage vraiment à faire des tests. C'est pas lorsque tu seras sur les lieux de tournage principal qu'il faudra s'adapter, il faut vraiment pratiquer avant et être très à l'aise à ce niveau-là. Si jamais tu veux utiliser cet objectif en extérieur, le plus souvent il va falloir utiliser un filtre ND histoire de conserver les réglages de la vitesse d'obturation au double de la cadence d'image. Si jamais, comme moi, t'achètes des filtres au diamètre 82 mm, il va falloir investir dans un lot de step-up ring, donc ça coûte pas forcément très cher et c'est toujours pratique à avoir, ça évite de devoir filmer à T16 et de fermer le diaph à fond. Là, avec un filtre ND, le flair est vraiment toujours présent sur l'image, j'ai fait pas mal de tests, ça change absolument rien.
coup, comme d'habitude sur les objectifs que je teste sur la chaîne, j'ai voulu tester vite fait les aberrations chromatiques ainsi que le vignettage. Alors pour ce qui est du vignettage, j'ai trouvé que c'était pas forcément si présent que ça. Ça peut l'être forcément à 27 mm, mais beaucoup moins à 50. Ça, c'est dû au fait qu'on soit sur un crop de capteur, donc du coup, ça se remarque pas trop le vignettage. Et puis l'image est tellement large que moi, ça me dérange absolument pas. Quant aux aberrations chromatiques, je trouve que c'est quand même un petit peu présent. On a une légère frange magenta sur le 27 mm, un petit peu moins présent sur le 50 mm, mais en soi c'est pas quelque chose d'insurmontable. Depuis le début de la vidéo, j'ai testé ça sur un boîtier plein format, mais qu'est-ce que ça vaut sur APS-C. J'ai monté ces objectifs sur un Canon EOS R7 et franchement, même constat que sur le R6 II, le rendu est vraiment très cool. L'avantage sur le R7, c'est qu'on n'aura pas besoin de venir recadrer notre image parce qu'on est déjà sur la bonne taille de capteur prévue pour ces objectifs. Je te laisse quand même avec quelques plans filmés au R7 ainsi qu'une petite comparaison avec le R6 II. Alors je sais pas toi, mais moi j'adore vraiment le rendu que nous offrent ces objectifs anamorphiques. Ça donne vraiment envie de l'utiliser tout le temps, quel que soit le type de production. Ça peut être de l'événementiel, du corpo, de l'interview. Attention au focus pour l'interview, il n'y a pas d'autofocus là-dessus. Ça peut être du mariage, ça peut être du clip, de la pub, de la fiction bien entendu. Tout sauf du contenu vertical. Oui, je préfère le préciser quand même, mais c'est pas du tout prévu pour ça. Après certes ça convient à beaucoup d'utilisation, mais ça veut pas forcément dire que ça convient à tout le monde. Moi je dirais que ces objectifs ils sont avant tout prévus pour des personnes qui en ont réellement l'utilité, des gens qui ont ce genre de demande au niveau de la production ou bien qui ont envie de proposer ce genre d'image à leurs clients. Donc je pense notamment à des boîtes de prod ou bien des personnes qui commencent à faire de la fiction, du court-métrage ou alors des productions un petit peu plus poussées. Donc comme je l'ai dit, c'est possible de les utiliser dans beaucoup de situations. Moi je vois même des films de mariage filmés à l'anamorphique, même des after-movies d'événements ou des films institutionnels, mais ça nécessite quand même d'avoir un petit peu de pratique dans le métier parce que gérer toute une journée avec ce genre de setup et arriver à faire la mise au point manuellement tout en pensant à l'exposition, au cadrage, tout ça, c'est vraiment pas forcément adapté à des utilisateurs débutants. Après, ça peut être aussi le genre d'investissement utile parce que tu peux les mettre dispo à la location. Ça pourrait te permettre d'amortir ton achat plus rapidement. En plus, il y a vraiment très peu d'objectifs anamorphiques dispo en location et je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens. Alors le tournage, c'est très bien, mais ensuite il va falloir faire notre montage. Si jamais tu te demandes comment on arrive à convertir le plan d'origine à un plan au format cinémascope, donc avec le bon recadrage sur l'ordi au moment du montage, franchement c'est super simple. Moi j'utilise le logiciel Adobe Premiere Pro, mais je pense que tous les logiciels sont capables de le faire. Première chose, j'importe mes rushs dans mon projet, ensuite je les sélectionne tous, je fais clic droit, modifier, ensuite je vais sur métrage. Et ici dans rapport largeur hauteur en pixels, je clique sur conformer à et ensuite je choisis mon mode de compression correspondant, donc en l'occurrence moi c'est le 1,5. Ensuite je clique sur OK et tu vois ici que mon rush a retrouvé le format cinémascope, donc je peux commencer à travailler. Bon, ceci étant dit, on a bientôt terminé cette vidéo. Si je devais retenir qu'un seul objectif parmi tout le line-up des nanomorphes, je pense que je retiendrai celui que j'ai pas testé, à savoir le 35 mm. J'aime beaucoup le 27 et le 50, mais pour le coup si je devais investir dans mon premier objectif anamorphique, je pense que je prendrais celui qui est intermédiaire entre les deux parce qu'il fait à la fois objectif un peu large mais également objectif un petit peu plus resserré. Alors c'est pas au point d'un 50 mm, mais on va dire que c'est le plus polyvalent. Donc voilà en ce qui concerne la présentation et l'utilisation des objectifs nanomorphes de Laowa, à savoir qu'ils sont dispo en monture RF, donc c'est ceux que j'ai ici dans cette vidéo, mais on retrouve également des montures DJI, Fujifilm X, Micro 4 tiers, Nikon Z, PL plus EF, Panasonic, Sony E, donc en gros toutes les montures présentes sur le marché. Le prix, on retrouve chacun de ces objectifs à 1399 € et le pack complet à 3799 € avec le 27, le 35 et le 50 mm. Allez, code créateur Nicolas sur Miss Numérique, si jamais tu fais tes achats là-bas, tu peux me soutenir directement en rentrant ce code. Moi je touche une petite commission à chaque fois que quelqu'un utilise
utilises ce code, ça ne change absolument rien pour toi si ce n'est le fait de me soutenir, donc un grand merci pour ça. Et si jamais tu veux voir un test d'autres objectifs ciné, j'ai récemment fait la review de la gamme Athena de Nizi, c'est juste ici que ça se passe, à tout de suite.